La réponse de Donald Trump aux essais par la Russie du torpille sous-marine Poséidon et du missile Burevestnik. Les États-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Cela a été accompli, y compris une mise à jour et une rénovation complète des armes existantes, durant mon premier mandat. Il détestait cela, dit-il. La Russie détient le deuxième plus grand nombre d'armes nucléaires. La Chine arrive en troisième position. Mais il a ordonné au département de la guerre de commencer des essais nucléaires. Vladimir Poutine a récompensé les concepteurs du missile Burevestnik. Le missile Burevestnik, à propulsion nucléaire, est capable d'emporter une charge nucléaire, ainsi que le véhicule sous-marin autonome Poséidon. Je tiens à remercier tous les bureaux d'études et les équipes qui ont participé à leur développement. Les résultats que vous avez obtenus sont véritablement historiques. Ils sont essentiels pour la parité stratégique de notre pays. En réalité, ils garantissent l'équilibre stratégique pour l'ensemble du XXIe siècle. Alors après cela, il a remarqué, il a dit, « Mais je pense que les spécialistes étrangers ont également pu voir tout cela par eux-mêmes, car pendant le test Burevestnik 21, un navire de reconnaissance de l'OTAN était constamment présent dans la zone. Nous n'avons pas interféré avec ces opérations. Nous les avons laissés observer. Et quelle est votre évaluation de la réaction de Trump? » D'abord, c'est un renversement complet des rôles par rapport à ce que j'ai vu pendant la guerre froide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 1980 ou 1981, lorsque j'enseignais à l'American University dans le cadre du Washington Semester Program, j'ai emmené un groupe d'étudiants de 3e et 4e année au sein de l'ambassade soviétique de l'époque. C'était à l'époque où les États-Unis déployaient le missile Pershing en Europe, et les Soviétiques étaient très sur la défensive. En gros, ils disaient « Oui, nous avons ça aussi ». Oui, tout va bien, tu sais. C'était pas une question de confiance. C'était une question de manque de confiance. Maintenant, je regarde Donald Trump agir comme ses responsables soviétiques à l'époque, tu sais, en 81. Du genre, oui, on en a plus que vous. Il a transformé cela en concours de mesures, plutôt que de s'attaquer au fait que la Russie a désormais déployé ce qui est littéralement un bouleversement stratégique. Avoir un réacteur nucléaire comme centrale sur l'un de ces missiles change complètement la manière d'aborder les accords de contrôle des armements nucléaires. Parce que, par le passé, on avait d'accord un traité pour les missiles balistiques intercontinentaux, puisqu'ils peuvent parcourir 8000 km ou plus. Puis, on avait un accord pour les missiles nucléaires de portée intermédiaire, parce qu'ils ne peuvent aller qu'à environ 3000 km. Et puis, nous avons la courte portée, vous savez. Eh bien, celle-ci couvre tout, courte, moyenne et longue portée. Et franchement, nous ne savons pas, est-elle éternelle? Je veux dire, elle aurait une durée de vie limitée, mais tout de même. J'ai vu des commentaires d'anciens responsables du Pentagone, l'un d'eux que je connais et que j'apprécie, mais il a dit « Oh, ce n'est rien de nouveau. Nous avons essayé ça en 64. Ça n'a pas marché. » Donc, les Russes ont évidemment le même système pourri que nous. Désolé, faux. Ce que la Russie a créé maintenant, c'est un missile capable de rester en vol. Nous ne savons pas combien de temps. Je ne veux pas entendre des gens dire « Oh, ce sera 6 mois, ou 1 semaine, ou 1 an. » Nous ne savons pas. Nous ne l'avons pas testé nous-mêmes. Et vous savez, Poutine a dit qu'ils avaient fait le coup de Chauncey Gardner. Vous vous souvenez du film Bienvenue Mr. Chance avec Peter Sellers. Il était Chauncey Gardner. Et il disait « J'aime regarder ». D'accord, les États-Unis ont pu regarder, et nous avons regardé ce truc voler. Nous ne savons pas pendant combien de temps, 14 heures, 14 jours. Mais la Russie
a réalisé une percée significative ici. Désormais, elle n'a plus à s'inquiéter de sortir ses missiles du silo rapidement. En fait, elle pourrait les prédéployer, les envoyer de sorte qu'ils soient déjà là-haut, prêts à partir, et rappeler à l'Occident que regardez, nous avons déjà des armes nucléaires dans les airs et prêtes à frapper. Et vous ne saurez pas où elles se trouvent, et vous ne pourrez pas les neutraliser. Alors parlons au lieu de nous menacer mutuellement. Bien sûr, cela intervient alors que le traité New START est sur le point d'expirer. Et comme vous l'avez vu à la réaction de Trump face à ces essais russes, il y a désormais une certaine urgence à soi-disant tester les armes nucléaires américaines. Que pensez-vous de tout cela? Tout d'abord, cet homme ne sait pas de quoi il parle. Ce n'est rien de nouveau avec Donald Trump. Mais c'est un domaine très dangereux pour être ignorant. Prenons simplement sa déclaration sur qui possède le plus d'armes. Eh bien, de quoi parles-tu, Donald? Parles-tu des ogives? Parles-tu des vecteurs de lancement? Parles-tu des véhicules à double usage qui peuvent être réaffectés comme vecteurs de lancement? De quoi parles-tu, Donald? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu parles des ogives, les Russes en ont un peu plus que nous. C'était donc une déclaration stupide à faire. Nous avons suivi la destruction d'environ 30 000 ogives des deux côtés, environ 28 000 du nôtre et 30 000 du leur. C'était l'intention, en tout cas, de réduire à presque rien. Nous n'en sommes pas arrivés là, mais nous avons suivi cela de très près. Et je n'ai aucun doute que nous suivons encore de très près le nombre d'ogives de chaque côté. Ma principale mesure, ce sont les ogives. Les vecteurs de lancement sont importants. Les véhicules à double usage le sont aussi. Tous ces éléments peuvent entraîner des problèmes de tricherie ou de conformité. Mais les ogives sont l'élément essentiel. Et comme Larry l'a souligné, les vecteurs de lancement deviennent importants lorsqu'ils sont très différents. Si l'on peut dire, et qu'ils offrent un tout nouveau cadre pour l'utilisation de ces ogives, ce qui semble être le cas avec ce nouveau missile. Nous ne savons pas combien de catégories différentes il pourrait développer, mais celle que nous avons vue et dont nous avons entendu parler est probablement, comme le dit Larry, déjà suffisamment dangereuse. Donald doit comprendre de quoi il parle avant d'en parler. Et ce n'est pas le cas. Et comme je l'ai dit, c'est un régime extrêmement dangereux pour le chef de l'État, le dirigeant du pays, si vous voulez, de ne rien en savoir. Et il ne sait rien. Il est clair qu'il ne sait rien. Il est clair qu'il ne le comprend pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, en même temps, je dois ajouter que je suis au courant depuis un certain temps, et je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, d'une capacité que nous possédons et qui rivalise avec Poséidon et le surpasse. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je l'ai vu démontrer. C'est tout ce que je peux dire. Donc je ne sais même pas si Donald est au courant de cela. J'espère que non, franchement. C'est un programme très, disons, codé et absolument pas destiné au public. Et c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Mais je vais vous dire, il ne sait pas de quoi il parle. Et c'est effrayant. Je le répète, c'est terrifiant qu'un homme qui parle du TIS n'ait pas la moindre idée de ce qu'est le TIS. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes passés à ce régime, quand je dis « nous », je parle de tous ceux d'entre nous qui faisions des essais aériens importants, ou, si vous préférez, atmosphériques, c'est que lorsque nous avons réalisé la superbombe, la bombe à fission-fusion, nous n'étions pas sûrs de ne pas avoir déchiré l'atmosphère d'une manière incompatible avec la vie humaine. Et cela a amené les gens à réfléchir sérieusement au fait que le Dr. Teller s'était peut-être un peu trompé dans ce qu'il disait à propos de la combinaison de la fusion et de la fission. Peut-être allions-nous provoquer une destruction vraiment irréversible, peut-être même blesser gravement la planète. Et donc, nous avons arrêté les essais atmosphériques.
Puis nous avons arrêté les essais souterrains. Nous avons cessé tous les essais. Et tout le monde était d'accord, même si personne n'a ratifié le traité en question. La seule raison pour laquelle la Chine et d'autres pays importants ne l'ont pas ratifié, c'est qu'ils suivaient notre exemple. Nous ne voulions pas le ratifier. Lorsque le secrétaire Powell a essayé de présenter la Convention sur le droit de la mer, quelle farce! Une farce absolue que nous ne l'ayons pas ratifiée. Cela montre à quel point notre Sénat est stupide. Devant le Sénat, nous voulions aussi soumettre le TIS, mais cela n'a pas dépassé la porte de Dick Cheney, ce qui montre à quel point Dick Cheney était stupide, car nous n'avons même pas pu obtenir son accord pour aller au Sénat et tenter au moins de faire ratifier l'un ou l'autre de ces traités. Voilà à quel point nous sommes stupides aujourd'hui. Et Donald Trump ne fait qu'approfondir et rendre cette stupidité encore plus profonde. Le ministre de la Défense, Belousov, a fait des commentaires lors d'une réunion avec le cabinet de Vladimir Poutine. Voici comment il réagit aux menaces de tests d'armes nucléaires de Donald Trump. C'est un ensemble complet d'activités qui peut inclure de véritables essais nucléaires. Et cela accroît considérablement le niveau de danger nucléaire pour la Russie. Cela signifie que nous devons maintenir notre arsenal nucléaire, prêt à infliger des dommages inacceptables à tout adversaire, et nous devons répondre aux actions de Washington afin de garantir la sécurité de notre pays. Compte tenu de tout ce qui précède, je pense qu'il est opportun de commencer immédiatement à préparer des essais nucléaires à grande échelle. Notre site d'essai de Novaya Zemlya dispose de toute l'infrastructure nécessaire à cet effet. Eh bien, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, car les propos irresponsables de Trump aggravent le danger. Pendant mes 12 jours à Moscou récemment, la seule chose dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises, de la part de diverses sources, tant militaires que civiles, ainsi que de personnes liées au monde politique, c'était la profonde inquiétude suscitée par le déploiement de missiles Tomahawk par Trump. Non pas parce que chaque missile est nécessairement si puissant, mais parce que ces missiles sont capables de transporter une ogive nucléaire. Et les Russes ne veulent pas se retrouver dans la situation de devoir deviner s'il y a ou non une ogive nucléaire à bord. Et encore une fois, ce que Trump n'a pas compris à propos des nouvelles plateformes d'armes que Poutine a annoncées il y a une semaine, c'est qu'il ne s'agit pas d'armes réelles. Tu sais, ils ne transportent pas automatiquement une ogive nucléaire. Mais Trump a confondu cela avec la nécessité de tester immédiatement des têtes nucléaires, ce qui, d'après ce que j'ai lu, est encore à au moins 3 ans, environ 36 mois, s'ils avaient commencé la semaine dernière lorsque Trump a fait l'annonce. Donc tu vois, la Russie ne va pas reculer. Elle ne va pas se laisser intimider ni menacer, mais elle va réagir avec calme et fermeté. Pourtant, ce calme et cette fermeté cachent le fait que cette situation pourrait s'envenimer rapidement et échapper au contrôle de n'importe quel pays. De plus, un autre domaine où il fait preuve d'ignorance, ou bien où il parle simplement sans réfléchir, sans écouter les experts, est celui-ci. Nous disposons de moyens pour tester notre arsenal sans recourir à des essais souterrains ou atmosphériques, sans provoquer l'explosion réelle d'une ogive nucléaire. J'ai assisté à plusieurs de ces tests dans le Pacifique, et c'est un processus assez rigoureux. Il existe 2 méthodes, et en général nous utilisons les 2 afin de les vérifier l'une par l'autre. La première est dite sous-critique, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas le point où il y aurait une explosion physique. L'autre repose sur la modélisation informatique. Dans l'armée, nous étions parfaitement satisfaits d'observer ce processus à Hawaï et de comprendre que l'arsenal était raisonnablement fiable. Je lui aurais attribué une note de 95 à 99%. Il reste toujours ce petit 1% d'incertitude, cette possibilité que oui, si l'on en charge une et qu'on la tire, elle explose.
Yeah, you load one of these up and fire it, it's going to go off. You don't have to test. Tu n'as pas besoin de faire de tests. Pourquoi Donald Trump semble-t-il si stupéfait par ce que la Russie a accompli ici? La Russie n'a en réalité rien gardé, soi-disant, secret. Elle a mené ses essais et en parle maintenant assez ouvertement. Vladimir Poutine a également déclaré qu'un autre missile était en préparation, un lourd ICBM appelé Sarmat, qui sera pleinement opérationnel l'année prochaine. Alors pourquoi Trump agit-il comme s'il était si surpris? Quel est le contexte de la panique que nous voyons chez lui? Pour moi, cela n'a pas beaucoup de sens, car tout le monde aux États-Unis, surtout à Washington, devrait savoir que la Russie possède des armes nucléaires et un complexe militaro-industriel très avancé, actuellement et en partie en guerre avec les États-Unis. C'est soit de l'ignorance délibérée, soit une performance à la Claude Rains. Vous savez, Rains était l'acteur dans le film Casablanca, le chef de la police qui se disait choqué de découvrir qu'on jouait dans le casino. Donc il se peut que Trump feigne le choc et l'indignation à propos de quelque chose dont il est en réalité au courant et que ce soit sa tentative d'une manœuvre de négociation. Mais je penche plutôt pour l'hypothèse de l'ignorance. Et je ne suis pas d'accord avec ton postulat, Danny, selon lequel certaines personnes savent et tiennent le président informé. L'une des choses les plus frappantes que j'ai observées à Moscou, et il a fait la comparaison avec les États-Unis. Partout ici, aux États-Unis, les commentateurs, en particulier les anciens militaires comme Jack Keane, David Petraeus, Ben Hodges et l'amiral Stavridis, lorsqu'ils passent à la télévision pour parler des Russes, le font dans les termes les plus insultants et méprisants. Les Russes sont terribles, ils sont incompétents, ils ne valent rien, ils sont mal formés, toujours en train de les rabaisser. En d'autres termes, ils sous-estiment les capacités de la Russie. En revanche, ce que j'ai vu et entendu de la part de divers généraux, actifs ou à la retraite, en particulier le lieutenant-général Apti Aludinov, qui est toujours en service actif, était très différent. Le général Evgeny Bujinsky, il est maintenant à la retraite, a eu de nombreux échanges au fil des ans avec des généraux américains, britanniques et de l'OTAN. Les Russes parlent des armées occidentales avec respect, sans insultes, sans propos méprisants ou condescendants. Ils prennent les capacités militaires occidentales au sérieux. Ils ne s'en moquent pas et ne les tournent pas en ridicule. Franchement, je pense qu'ils auraient pourtant de nombreuses raisons de se moquer de bien des aspects de l'Occident. Mais j'ai été frappé par le fait qu'il s'agissait d'une attitude constante, d'un état d'esprit que les Russes manifestaient à l'égard de l'Occident. En revanche, l'Occident, lui, rejette complètement la Russie. Et c'est cette arrogance, cette hubris de l'Occident, où nous partons du principe que nous sommes les meilleurs. Tu sais, comme Trump, nous sommes les meilleurs, personne n'est meilleur que nous. Et moi je dis, hey, Don, comment ça s'est passé au Vietnam, mec? En fait, plus récemment, comment ça s'est passé avec les Houthis? La réalité, c'est que les États-Unis n'ont en réalité remporté aucune guerre contre un adversaire pouvant être considéré comme un quasi-père depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une condamnation de notre système. Et pourtant, nous continuons à parader comme si nous étions le meilleur athlète de tous les temps, le scientifique le plus intelligent ayant jamais travaillé, refusant d'accepter ou de reconnaître ce que d'autres comme la Russie et la Chine ont réellement accompli. Eh bien, je suis d'accord avec Larry. L'un des premiers principes de la guerre est de ne pas sous-estimer son ennemi. Et l'inverse de cela, ou plutôt le parallèle, la conséquence, est de ne pas lui rire au nez, de ne pas le traiter de tigre de papier, surtout lorsqu'il n'en est pas un. C'est dangereux. Et je reviens au domaine nucléaire. Dans le domaine nucléaire, c'est de plus en plus dangereux parce que nous n'avons plus de traité.
nous ne dialoguons plus. Nous ne faisons plus aucune des choses que nous avions appris à faire et que nous faisions avec assiduité, fréquence et constance pendant la guerre froide. Nous parlions, nous observions, nous examinions, nous vérifions, nous testions. Et je ne parle pas de tester des ogives nucléaires. Nous considérions les choses comme si l'ennemi était réel, important et méritait notre attention, méritait nos vérifications, méritait que nous traitions avec lui lorsque s'agissait de signer des traités et de nous assurer qu'ils étaient vérifiables et aussi solides que possible. Nous ne faisons rien de tout cela aujourd'hui. Nous agissons comme si non seulement nous étions les rois du monde, mais qu'en plus, personne d'autre n'avait d'animosité envers nous, ou que s'ils en avaient, nous les écraserions comme des insectes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est certainement plus le cas aujourd'hui. Comme Larry l'a souligné, nous n'avons même pas réussi à écraser Al-Ansar, les Houthis. Et nous avons eu du mal à en écraser d'autres depuis le 11 septembre, ceux que nous avions décidé d'anéantir. Nous n'avons anéanti personne. Il y a aujourd'hui plus de terroristes dans le monde qu'il n'y en avait la veille du 11 septembre. Beaucoup d'entre eux ayant été créés par des motivations que nous avons nous-mêmes engendrées. Nous sommes un désastre en ce qui concerne ce que nous appelons l'ordre fondé sur des règles. Parce que, premièrement, nous détruisons cet ordre. Deuxièmement, nous ne mettons rien à sa place si ce n'est du verbiage. Et troisièmement, ce verbiage n'est que cela. Il n'y a en réalité aucune force derrière. Larry, n'est-ce pas là le problème? Pourtant, ce que disait le colonel Wilkerson, cette volonté d'anéantir, qu'on en soit capable ou non, conduit inévitablement à la possibilité qu'il y ait des pays, des peuples à travers le monde qui cherchent à se protéger de cela, ce qui explique les avancées réalisées par la Russie. Donc, n'est-ce pas là une partie du problème fondamental? Que les États-Unis ne s'engagent même plus dans la diplomatie et ne savent pas comment se retirer. Sous votre question se cache l'hypothèse que les États-Unis ont une stratégie. Et clairement, ce n'est pas le cas. Quand on commence à penser de manière stratégique, il faut se poser quelques questions fondamentales. De quelles ressources disposons-nous? Sommes-nous dépendants de quelque chose d'extérieur à nous? Ou bien, vous savez, si nous devions, non pas que nous le souhaitions, mais si nous devions construire un mur autour de nous, pourrions-nous survivre et vivre confortablement? Les États-Unis n'ont absolument pas mené ce type de réflexion. Nous avons simplement supposé et nous sommes les plus grands, les plus puissants de la planète. Personne ne peut nous égaler. Donc nous pouvons imposer notre volonté et dire aux autres quoi faire. C'est l'une des autres choses que j'ai retenues de mon passage à Moscou, une prise de conscience de cela. L'approche russe est exactement l'opposé d'un jeu à somme nulle. L'Occident vit selon le principe du jeu à somme nulle. Nous gagnons, vous perdez. Il n'y a pas de juste milieu. Vous vous soumettez, vous baissez la tête, vous mettez à genoux, vous acceptez votre statut de vassal, vous faites ce qu'on vous dit de faire, et vous êtes censé en être reconnaissant. Eh bien, personne n'aime vivre sous ce genre de domination, et cela conduit inévitablement à la révolte. En revanche, l'approche russe est tout à fait différente, car elle ne cherche pas à imposer sa volonté à d'autres pays. Et certains disent « Oh, attendez une seconde, que font-ils en Ukraine ?» L'Ukraine est un cas à part, car cette situation a été provoquée par l'expansion continue de l'OTAN vers l'Est, qui représente une menace militaire directe pour la Russie. Mais lorsque vous examinez les relations de la Russie, que ce soit avec la Chine, avec l'Inde, qui sont de grands pays, ou même avec des pays plus petits comme l'Iran, et que vous allez plus loin vers le sud global et en Afrique, vous ne voyez pas la Russie adopter une position du type « c'est à prendre ou à laisser ». Elle cherche plutôt une approche plus conciliante. Ce manque de stratégie de la part des États-Unis est ce qui est si dangereux.
car nous nous sommes convaincus que nous pouvions toujours nous sortir d'un problème par la force, et qu'en tuant et en détruisant, nous pouvions en sortir victorieux. Mais si l'on regarde attentivement l'histoire des 70 dernières années, elle raconte une toute autre histoire. Toute notre violence, tous nos meurtres, ne nous ont rendus ni plus sûrs, ni plus riches, ni plus stables. Oui, faisons une petite carte ici. Vous êtes sur une immense tour, haute, au milieu de l'Atlantique, debout là-haut à regarder autour de vous pour voir ce que vous pouvez apercevoir de là. Et ce que vous voyez s'étend jusqu'au-delà de l'Oural, en Russie, en passant par le Caucase. Vous pouvez observer ce qui se passe dans le monde. Ce que vous voyez, c'est presque uniquement du commerce et d'autres activités liées aux échanges venant de cette direction, celle de la Chine, de la Russie et d'autres pays de cette région, se dirigeant vers ici. Vous voyez par exemple une flotte de pêche en haute mer chinoise comptant plus de 6000 navires, dont beaucoup sont plus grands que les bâtiments de combat principaux de la marine américaine, et dont plusieurs sont lourdement armés. Mais ils ne tuent pas de gens. Ils pêchent. Leur manière de pêcher est peut-être un peu prédatrice, mais ils pêchent, ils font du commerce, ils échangent. Et quand tu regardes vers Ramstein, tu vois un flux constant de choses venant de l'Empire, de tout l'Empire. Elles vont à Ramstein, puis elles se dirigent vers le plus grand génocide de la surface de la Terre, pire que le Soudan, égalant certaines des choses qu'Hitler a faites dans les années 40. Et tu observes un autre train, pas tout à fait aussi grand, mais il monte vers Mourmansk et jusqu'au cercle arctique, essayant de faire la même chose là-haut. Et tout cela est militaire. Il n'y a aucun commerce associé. Puis tu en vois un autre qui achemine des armes au cœur de l'Europe pour la bataille en Ukraine. Et je pourrais continuer encore et encore. Et vous ne voyez rien revenir dans l'autre sens vers l'Amérique. Vous devez en conclure, si vous êtes au sommet de cette tour avec une telle visibilité, que celui qui se trouve derrière vous à l'ouest, l'Empire américain, oh, j'ai oublié toutes les armes et les navires qui descendent vers le Venezuela. Vous devez en conclure que l'Empire, tel qu'il est fou. Et comme Larry l'a dit, il n'a aucune stratégie visible ou viable. Il agit simplement pour agir, et il le fait de concert avec plus ou moins quelqu'un à la Maison-Blanche qui ne semble pas vraiment savoir ce qu'il fait. Et si vous êtes au sommet de cette tour, laquelle pensez-vous être la meilleure situation et laquelle est la plus dangereuse? Je ne pense pas qu'il y ait une décision à prendre là.